Merci d'être là ce matin. Je m'appelle Stéphanie Jaffré, je suis responsable du e-commerce et du digital marketing pour le groupe Accor, pour la division Premium Mid-Scale Economy. Et aujourd'hui, je suis là avec... Florent Bernard, enchanté. Donc je suis moi directeur associé chez Artefact. En 2 mots, Artefact est une société de conseil en data. Et on accompagne notamment nos clients sur des sujets data for marketing, qui est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Et on va vous parler de la stratégie d'acquisition et les sujets d'incrémentalité. Donc, ah oui, pardon. Je ne peux pas tout faire. T'as vu ? One team. Donc ça, c'est nous. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a quelques mois déjà, avec le groupe, pendant des discussions sur la stratégie d'acquisition, on a réfléchi à comment on pouvait améliorer notre stratégie et notre performance. Et je ne sais pas si c'est un sujet qui vous réveille la nuit, mais en tout cas, moi, c'est celui qui me réveille la nuit tout le temps, c'est comment faire more avec less quand on a un budget marketing. Et donc, cette difficulté d'avoir de plus en plus de présence du digital, des pure players qui sont là et qui sont notamment dans le travel, les OTA, et puis un budget qui ne grossit pas aussi vite que la présence du digital. On a été contraint de revoir un peu nos stratégies. Et on a fait appel à un expert, donc on a fait appel à Artefact pour nous accompagner dans cette démarche et vraiment, plutôt que de travailler sur du ROI de campagne, aller chercher plutôt de l'incrémental ROI et pour vraiment démontrer la valeur de l'acquisition dans l'ensemble de l'écosystème. Et puis, il y avait vraiment aussi un besoin pour nous d'upskill nos équipes et d'être autonomes dans le futur sur l'utilisation de ces outils. On parle beaucoup de MMM et là, on était vraiment dans comment on fait du MMM au quotidien et comment on utilise ces outils au quotidien. Donc, vraiment retrouver cette stratégie, utiliser l'incrémentalité et puis travailler sur le change management et l'upskilling des équipes. Donc, très concrètement, la façon dont ça s'est déroulé, enfin les sujets, le scope, sur lequel on a été mandaté par Accor, c'était sur tous les leviers de awareness et d'acquisition. Donc là, tout ce qui est la partie advertising, le paid search, meta search, retargeting et les médias. Donc c'est pas encore une vision à ce stade sur ce projet-là, une vision full funnel, mais l'idée est d'avoir en tout cas une première marche d'apprentissage pour le groupe. Stéphanie l'a très bien dit, nous, notre accompagnement, il n'est pas uniquement sur la réalisation des tests, etc., mais il est surtout sur la playbookisation de tout ce qu'on fait pour donner les armes et les outils aux équipes d'Accor pour réaliser ces tests de façon continue dans le futur. Donc le projet, en fait, il a commencé, on a été contacté en novembre 2022, donc vous voyez, c'est des sujets, et on est en train de finir les tests, donc c'est des sujets qui sont vraiment très longs. On a commencé le projet il y a en tout début 2023. Entre le moment où on a été briefé, on a compris la question et on a proposé une approche pour y répondre. On a fait un premier projet de stratégie qui visait vraiment à se dire ok, comment on veut prendre en compte, comment on veut pour mesurer la performance média chez Accor sur le long terme. Donc là, c'était projet de strat qui nous a permis de faire une segmentation des marques, c'est-à-dire de comprendre les comportements des marques différentes. Un Ibis peut être la même marque, mais un Ibis à Paris ou à Marseille, potentiellement, c'est pas la même clientèle. Donc on a fait un exercice de clusterisation. Et après, on a fait ces tests d'incrémentalité. L'objectif des tests, c'était de comprendre la performance intrinsèque de chaque levier indépendamment les uns des autres. Et au sein d'un levier, c'est-à-dire je l'active ou je ne l'active pas d'abord, mais une fois que je sais qu'il faut l'activer parce que j'ai un incrément, quelle est la meilleure stratégie dans ce test ? Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, l'objectif, on a déjà eu des questions et des discussions dans le couloir, mais c'est le test d'incrémentalité, on ne le fait pas pour le faire, on ne le fait pas de façon autonome ou indépendante des exercices de MMM ou de MROI. C'est un exercice qui vient en complément de ces approches-là et qui permet de tester sur un continuous basis la performance. Donc l'objectif, c'est de gagner, in fine, l'objectif bottom line, c'est de gagner en granularité d'insight sur la performance média et de gagner en fréquence d'insight. Aujourd'hui, les MMM, souvent, c'est une fois par an. L'objectif, c'est de donner la capacité aux équipes d'avoir des outils pour mesurer cette performance de façon plus granulaire et plus fréquente. Et on a lancé ces tests en France, comme le
le premier marché, parce que c'est le marché où on a le plus d'hôtels aujourd'hui, et où on avait suffisamment de data aussi pour avoir des readings de ces tests efficaces et prometteurs. Et je pense que c'est important de comprendre de novembre à aujourd'hui tout ce qui s'est passé, notamment auprès des équipes, parce que ça, c'était des grands changements. Et on va montrer tout le process qu'on a établi ensemble et quelques résultats. Et le cheminement qui reste à faire, mais une des plus gros learning, on va dire, c'est vraiment embarquer les équipes et comment on s'assure que tout le monde est à l'aise avec les résultats, même si les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait au départ. Peut-être avant ça, Stéphanie l'a mentionné, en fait, c'est un projet qui est complexe pour deux dimensions, si je fais vraiment très simple. La quantité de données nécessaires pour mener les tests et générer des insights. Donc il faut que la donnée soit accessible dans les outils, chez Accor, etc. Ensuite, il y a un petit peu de travail pour la mettre d'aplomb. Et ensuite, c'est la complexité de la gestion des stakeholders. Donc il y a, nous, on avait deux rôles. On avait le rôle trois rôles. On avait le rôle d'orchestrateur, PMO, etc., pour que le projet se déroule bien. On avait un rôle d'expertise et de data analyse, donc c'est tout le crunching de la donnée pour la mettre en qualité suffisante pour pouvoir faire tourner les modèles de statistiques. Et ensuite, on avait un rôle de ce qu'on appelle lead agency, parce qu'en fait, on travaille, nous, Artefact Conseil, sur l'orchestration de toutes les agences d'accord. C'est-à-dire que l'agence qui fait le paid search, l'agence qui fait le meta search, etc. Donc on avait un nombre de stakeholders à manager qui était assez conséquent. Donc merci aux équipes d'Accor qui ont été une courroie de transmission indispensable pour que ça fonctionne. Et voilà, ça vous donne un petit peu la complexité à gérer pour ce genre de projet. Donc on l'a dit un tout petit peu, jusqu'à maintenant, finalement, le groupe Accor se concentrait sur le ROI intrinsèque de ces leviers. Donc on se disait, je prends des raccourcis évidemment, mais le ROI est plus grand sur ce levier-là. Donc on a tendance à se dire que comme le budget est contraint, on va plutôt aller vers ce levier-là. Et nous, tout le cheminement et le changement de paradigme et le changement culturel qu'on essaie d'instiller avec Stéphanie et les équipes, c'est aller vers une notion de ROI incrémental. J'imagine que vous êtes familier avec la notion, mais pour ceux qui n'oseraient pas dire qu'ils ne le sont pas, l'idée c'est de se focaliser, même si le ROI intrinsèque est plus faible, peut-être que le revenu incrémental est plus grand. Et donc, on va aller générer de la nouvelle acquisition plus facilement avec ce levier-là. Donc, tout l'objectif de ces tests-là, c'est justement de mesurer ce revenu incrémental. Savoir quel est le levier et au sein d'un levier, quelle est la stratégie qui va nous permettre de générer le plus d'incréments. Ensuite, le périmètre, donc on l'a dit, on l'a fait sur le SIA, sur le meta-search, le retargeting, le display et le social. On ne va pas passer dans le détail sur l'approche, mais garder en tête qu'en fait, pourquoi le projet prend énormément de temps ? Parce qu'on ne peut pas tout paralléliser. L'idée étant que si on active deux tests sur les mêmes audiences ou sur des mêmes régions, potentiellement, on ne pourra pas savoir à qui attribuer le revenu incrémental. Donc il y a une séquentialisation qui est très très importante. On a rentré tout ça au chausse-pied. Ça dure encore un petit peu, on déborde, mais globalement, on arrive à faire tenir tout ça. Donc l'idée, c'est, comme je vous le disais, pour chacun des leviers, l'activer ou le désactiver, enfin l'activer et le désactiver pour mesurer sa performance incrémentale, globalement, avec ou sans, qu'est-ce qui se passe. Et une fois qu'on a cette première mesure-là, on a fait des tests pour se dire, OK, au sein de chaque levier, on a testé entre une et deux stratégies. Donc on va rentrer un peu plus de détails, mais le but, c'est de se dire, OK, le search, c'est quoi la performance du brand, c'est quoi la performance du générique, etc. pour se dire, est-ce qu'il y a un incrément de valeur à faire du générique au-delà du fait de simplement faire du search. Voilà, donc c'est les deux sujets, les deux étapes qu'on a menées pour chacun des leviers. Et ça prend du temps aussi parce que couper un levier, ça a un impact sur le business et qu'il faut forcément embarquer nos hôtels dans l'aventure et montrer que c'est pas parce qu'on coupe le paid search qu'on peut pas récupérer du revenu ailleurs. Donc ça a été aussi un gros travail d'éducation auprès de nos hôtels et puis un alignement avec nos campagnes pour s'assurer que il n'y avait pas d'autres interférences pendant ces tests. Donc c'est un gros travail de coordination. Et puis d'éducation et de communication. Donc, juste pour vous donner très rapidement
un aperçu de ce à quoi ressemble pour un test. D'accord ? Donc ça, c'est la séquence pour un test. Il y a 3 grandes phases. Il y a le fait de préparer ce test. En fait, ensuite, on fait le test. Et ensuite, on analyse le test. Jusque-là, rien de très surprenant. Si on parle de la préparation du test, qu'est-ce que ça englobe ? Ça englobe récupérer la donnée en fonction de la méthode de test qu'on a choisie, faire tourner des modèles statistiques qui vont nous dire où activer, ou ne pas le ou avec un accent, dans quelle région, par exemple, on l'active, dans quelle région on ne l'active pas, etc., pour savoir, enfin, pour maximiser les chances de la significativité des tests. Donc là, c'est un peu technique, c'est un peu des maths, mais un énorme effort nécessaire au début pour être sûr que ce qu'on va faire, à la fin, quand on aura tous les résultats, on pourra dire c'est statistiquement significatif. Stéphanie l'a un peu intuité. En fait, nous, le poids du corps, on ne l'a pas fait sur avoir les résultats qui vont briller ou qui vont faire rêver tout le monde. On l'a mis sur le fait d'avoir une méthodologie impeccable et robuste pour ne jamais challenger le résultat qui en sort, quel qu'il soit. On aime, on n'aime pas, c'est pas grave. On sait qu'on a fait la bonne façon, on a travaillé de la bonne façon. Et ça, c'est le levier, enfin la décision qu'on a prise au début pour justement maximiser l'adoption, pour tuer dans l'œuf toutes les velléités de se dire ah oui, mais en fait, je crois pas aux chiffres, d'accord. Donc après, voilà, il y a des résultats qui sont sympas, d'autres ou qui sont surprenants, donc il y a du deep dive, etc. Mais au moins, on est sûr de la façon dont on fait les choses. Le test, là, c'est la partie la plus cool, parce qu'en fait, c'est l'agence qui fait le travail, enfin qui active ou qui désactive sur la région sur laquelle on fait le test, et on attend. Globalement, on attend. Donc en vrai, on n'attend pas puisqu'on fait la préparation du test d'après, mais sur ce levier-là, on attend. Ensuite, on réactive le levier, par exemple, au bout de 4 semaines, et il faut considérer entre 1 et 3 semaines de ce qu'on appelle la conversion window, pendant laquelle les conversions continuent à arriver suite à la réalisation du test, et on veut capturer ces conversions parce que c'est elles qui vont contribuer au ROI incrémental. Et une fois qu'on a ça, donc on a désactivé, fait la conversion window, on réactive business as usual. Là, on récupère les données des différents systèmes, qui sont des systèmes spécifiques à l'hôtellerie, et on remet un petit peu de data analyse là-dedans, on reprend les données, on les réinjecte dans d'autres modèles qui nous permettent de mesurer ce fameux ROI incrémental. Et donc c'est là qu'on a toute une palanquée de KPI qui nous disent est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce qu'ils sont statistiquement significatifs, etc. etc. Voilà, donc là c'est la partie à nouveau où la partie data analyse rentre très fort. Et la dernière partie, elle est importante aussi pour s'assurer que les critères qu'on avait pris pendant la préparation fonctionnent toujours. Et peut-être que pour le test suivant, on réadapte aussi et on utilise ça pour changer la stratégie ou changer l'approche pour s'assurer des résultats du test suivant. Surtout quand on teste sur le même périmètre, quand on teste en pet search entre le brand et le générique, entre les 2 tests, on a fait des learnings et on a réutilisé ça pour le test suivant. Oui, en fait, il y a certains éléments, enfin certains tests qui ont amené à générer un volume de données où on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des analyses complémentaires sur le même test. Quand on a désactivé ou le premier test sur le search, on a juste désactivé, on a regardé ce qui se passait. En fait, on s'est rendu compte que pour 3 marques du groupe, on avait suffisamment de données pour avoir des résultats, encore une fois, significatifs sur la performance par marque. Voilà, donc en fait, on a tous un petit peu appris en marchant parce que, pour être transparent, de côté artefact, on l'avait déjà fait plusieurs fois, mais pas à cette échelle-là, pas avec autant de marques de volume, etc. On a beaucoup travaillé avec Google aussi, qui fournit pas mal de modèles à la fois pour la préparation du test et pour l'analyse des tests. Voilà, donc c'est les learning. En fait, on a une des choses qu'on savait dès le début, c'est qu'on allait apprendre des choses et qu'on n'allait pas répondre à toutes les questions. Donc on a construit ce qu'on appelle un learning agenda, où au fur et à mesure de la réalisation de ces tests, et qu'il y avait des questions métiers qui se posaient, on les a toutes loguées. Et l'idée, c'est de créer, en fait, avec ce backlog de questions, potentiellement les scénarios de test à venir une fois qu'on aura terminé cela. Voilà, donc on passe en mode de continuous learning de tout ça. Et donc les premiers résultats sont vraiment encourageants. Et quand on dit qu'on voulait croire aux tests et que des fois on était surpris, on a été très surpris. Et donc sur le paid search, quand on a arrêté complètement le paid search sur une région versus une autre où on a mis du paid search, on a constaté un gros high ROI, donc incrémental ROI de 9.3.
avec un revenu uplift de presque 7%. Et bien sûr, on a un halo effect entre nos marques. Et quand je dis gros ROI, c'est avant cancellation, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'on monitore nos campagnes. Donc vraiment, des résultats auxquels on s'attendait. Enfin, on sait que si on ne fait pas de search, ça a un impact. Mais là, vraiment, on a été surpris. Du coup, on a été même questionné le modèle, questionner tout ce qui était derrière. On a envoyé des millions de questions à Artefact pour s'assurer qu'ils avaient bien fait les modèles. Et puis après, on a lancé le résultat, enfin le test sur le MetaSearch. Donc sur le MetaSearch, c'est un peu particulier en plus dans le groupe parce qu'il y a des hôtels qui décident de l'avoir, d'autres qui décident de ne pas l'avoir. Donc il a fallu aussi triturer un petit peu le champ des hôtels français pour avoir le fameux volume de données nécessaire à la réalisation des tests. Donc là, pareil, le revenu, donc là encore, hein, c'est avec ou sans. Hein, on n'est pas dans la stratégie en interne. On a un revenu incrémental brut de 7,7 et un uplift de revenu de 3,2%. Donc pareil, ça permet aussi de se dire... valider la performance du levier dans un contexte où ceux qui pourraient l'utiliser ont parfois des doutes sur la valeur incrémentale générée. Donc c'est un outil d'aide à la pédagogie. Sur le display, alors là on n'a pas les résultats parce qu'on en parlait, hein, on est en train de finaliser, donc statistiquement, enfin toute la granularité, on est en train de la cruncher. Juste ce qui est intéressant dans le display, c'est pas de le faire ou de pas le faire, c'est que quand on le fait pas, on a juste une pub blanche qui est affichée. Donc, et ça a généré des choses un petit peu étonnantes. C'est-à-dire qu'il y avait plus de clics sur les pages blanches que sur la pub. Donc après, en discutant avec Google, etc., et puis même à l'usage, on se rend compte s'il y a une pub blanche là où on s'attend à voir une pub. Quand on s'attend à la voir, on ne clique pas dessus parce qu'on ne veut pas la voir. Mais quand elle est blanche, on se demande s'il n'y a pas un problème dans le navigateur. Et du coup, on clique. Donc il y a ce genre de petits effets de bord qu'il faut prendre en compte. C'est clairement pas le learning principal, mais c'était pour l'anecdote, c'était rigolo. Et là, on a fait des tests sur les audiences first party ou third party. Et comme on l'a évoqué plusieurs fois, un des key learnings, c'est vraiment le change management, embarquer les équipes, s'assurer que les équipes ne questionnent pas les tests, même si naturellement on a tendance à les questionner. Se sentir aussi à l'aise avec la méthodologie, être capable de l'expliquer. Donc on a commencé dans une région, on est en train de maintenant plutôt le globaliser et vraiment embarquer ses équipes, c'est le plus important pour qu'elles soient vraiment à l'aise avec les tests, mais aussi embarquer son leadership, parce qu'à chaque fois qu'on demande du budget pour le digital marketing, la question est toujours la même et les budgets sont toujours contraints. Donc montrer la valeur, c'est vraiment un élément clé et c'est pas fini parce qu'il va falloir, on est en pleine période budgétaire, donc ces tests vont beaucoup nous aider dans les semaines qui viennent. Mais c'est pour nous l'élément le plus important, c'est vraiment s'assurer que les équipes soient à l'aise avec les modèles, à l'aise avec la méthodologie et l'accompagnement, parce que idéalement, on sera autonome demain. Après-demain. Pardon, après-demain. Non, mais l'idée, c'est ça. Encore une fois, on en parlait dans les couloirs avant de commencer ici. Mais l'objectif d'Artefact, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, notamment le MMM, le MROI ou tout autre sujet d'Advanced Analytics, l'objectif, c'est de donner les billes et les armes et la compréhension aux clients. On n'aime pas les boîtes noires. Nous, on est pro-transparence, etc. Et donc, dans les équipes, effectivement, il y a eu un gros accompagnement. Quand je dis gros, c'est au quotidien, beaucoup de téléphones, beaucoup avec les équipes Artefact, avec les agences, etc. Donc là, c'est même encore une autre approche, hein, parce qu'il y a des agences qui sont intéressées pour comprendre, faire d'autres choses, d'autres qui sont un peu plus réfractaires. Donc il y avait aussi ces susceptibilités-là à faire. Et après, l'objectif, c'est vraiment le livrable, c'est sur la préparation des tests, avec toute la partie analytique, c'est de donner aux équipes de data analyse d'accord les clés pour réaliser ces tests tout seul. Alors pourquoi je dis après-demain? Parce que je suis un fervent convaincu de la méthode build, operate, transfer, où en fait on le fait en tant que consultant, on l'opère en shadow avec le client, puis après on transfère, mais il y a bien 3 étapes, et là on vient de finir la première. Donc voilà. Il va y avoir encore un petit peu de shadowing où on travaille à 4 mains, mais c'est comme ça qu'on transfère la compétence, c'est comme ça que les questions se posent, c'est comme ça que les gens s'approprient et rendent le sujet accord spécifique, parce que le but aussi c'est que ça soit pas forcément trop générique et que ça soit vraiment adapté au contexte d'accord.
Donc on l'a un peu évoqué juste maintenant. Les prochaines étapes de notre coopération, on va dire, c'est vraiment continuer d'apprendre et de faire les tests en France. Il nous reste quelques tests à valider. Et vraiment d'aller regarder, parce que là on a fait levier par levier. Et demain, l'idée c'est de regarder aussi l'interdépendance de ces leviers ensemble. Ensuite, on va étendre ça à d'autres marchés et nos marchés prioritaires, donc d'autres marchés que la France. Mais aussi, on est intéressé pour avoir un modèle un peu plus light sur les plus petits marchés, parce qu'on ne peut pas faire des tests sur l'ensemble des marchés, sur tous les pays où Accor est présent. Donc vraiment avoir un modèle type look-alike et vraiment s'inspirer de ça. Et puis ensuite, d'avoir cette vision cross-levier pour vraiment construire ce modèle MROI de demain. Et puis, l'étape qui va être vraiment importante, c'est d'intégrer ce modèle dans le day-to-day des équipes. Si on veut vraiment que ça devienne leur quotidien quand elles planifient leur campagne et leur budget. Et puis, on est toujours en test and learn en digital, donc vraiment avoir cette loop back et regarder ça d'une manière learning aussi pour nous et pour les tests, et de continuer de développer ce modèle. Voilà. Des questions ? Si vous avez des questions. Merci. Ça va beaucoup trop vite. Ouais, bonjour. Donc, en fait, j'ai 3 questions. La première, c'est pourquoi avoir fait un modèle géographique on-off ? J'imagine que chez Accor, vous avez un paquet de data, et pourquoi pas de l'économétrie, ou pourquoi pas des populations témoins sur votre base de clients. Je pose la question par rapport au biais que j'imagine sur du on-off géographique avec je sais pas, des événements, de la météo, plein de choses qui peuvent biaiser. La deuxième question que j'avais, je l'ai oubliée. Mais déjà, cette première, et la troisième, c'était... la deuxième, est-ce que vous avez eu des surprises entre l'incremental ROI versus le ROI normal ? Est-ce que en fait, vous avez des leviers où vous aviez un rapport de ROI de 1 à 5 et un autre 1 à 10, et en fait, quand vous regardiez en incremental ROI, les effets de levier s'inversaient ? Et la troisième, c'est est-ce que les pubs blanches, ça transforme ? Alors, sur la première, en fait, on a une réflexion à chaque fois, levier par levier. On n'a pas fait le géo pour tout le monde, on l'a fait notamment pour le search. Dans la préparation, justement, on a beaucoup travaillé avec Google, qui ont un modèle statistique spécifique justement pour ce genre d'analyse-là. Et en fait, on a... Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première partie, on parle de segmentation, etc. Et en fait, dans le modèle, on renseigne pour toutes les régions tous les sujets, tous les critères des hôtels. Et en fait, le modèle, il sert à trouver des régions qui sont statistiquement similaires pour pouvoir activer sur l'un et sur l'autre, où on estime que les comportements vont être similaires. D'accord ? Donc le but, c'était, à l'échelle de la France, c'est d'être plus global sur l'échelle de la France, avec un outil qui avait fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Le deuxième, tu veux y aller ? Je me souviens déjà plus de la question. Sur la performance. Sur la performance. Alors, nos ROI sont très très bons en ce moment. Donc, on n'a pas eu de cas où ça a inversé par rapport à l'incrémental et non incrémental. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est surtout, comme nos ROI sont très bons, on fait des décisions des fois sur ce levier parce qu'il est très bon, mais on n'a pas forcément la bonne stratégie derrière, en fait. Donc on va aller chercher pas forcément les bons clients ou les bons nouveaux clients. Et là, vraiment, avec l'incrémental ROI, on allait vraiment regarder si on captait des nouveaux clients plutôt que juste les clients qui viennent cliquer sur nos ads. Donc c'est plus dans ce learning-là. Et surtout sur le paid search. Et sur le meta search, c'est très particulier au travel, le meta search avec les agrégateurs. Et il y a un lien payant et un lien gratuit. Et on a pu montrer vraiment la valeur de ce lien gratuit par rapport au lien payant qu'on n'estimait pas du tout avant. Donc c'est là où on a été assez surpris sur le meta search. Mais sinon, on n'a pas eu d'inversement complet entre un levier qui n'était pas du tout performant. En fait, sur ces deux leviers-là, c'est assez performant aujourd'hui. Et une de nos stratégies, elle est vraiment concentrée sur ces deux leviers. Donc, on voulait aller chercher l'incrémental de ce levier plus que
que le day-to-day. Et alors sur le test n'est pas fini, mais clique, non, elle le convertit pas. Mais ne faites pas tous des white hats. C'est le learning. Et par rapport aux learnings MMM, est-ce que vous avez vu des grandes différences? Est-ce que ça vous a permis de confirmer ou d'infirmer peut-être certaines hypothèses qui sortaient des MMM? Alors, comme on le disait dans le couloir ensemble, ce modèle-là, il nous sert à aller affiner le modèle MMM. Donc, ça n'a pas été complètement à l'encontre du modèle MMM, mais ça a permis d'aller plus dans le quotidien. Parce que nous, notre modèle MMM, on l'utilise plutôt en forecast à l'année, et on a plutôt 2 modèles qu'on tourne par an. Donc, on ne fait pas du MMM tous les mois, toutes les semaines. On n'a pas d'outils qui nous permettent de le faire. Donc ça nous permettait d'aller chercher de l'info plus régulièrement et d'une manière plus granulaire, on va dire. Mais ça nous a pas, ça nous a permis. Maintenant, ça va nous permettre de l'intégrer dans le MMM pour que le résultat de la prochaine analyse soit meilleur. Là, juste pour compléter, c'est en fait, il faut vraiment imaginer qu'on est sur la fin du sujet. On est en train de calibrer le dernier. Il y en a un l'avant-dernier test est en cours. On est en train de préparer le dernier test. Donc là, il y a quand même un gros focus qui est de bien faire ces tests, d'être by the book sur la façon dont on les réalise. Tout le travail de synthèse stratégique, la prise de recul, la prise de décision que ça va pouvoir générer. Aujourd'hui, le groupe Accor, grâce à ces tests, c'est des choses qu'ils ne savaient pas il y a 6 mois. Comment on les interprète, comment on les intègre. Aujourd'hui, il y a des budgets. Comment ça doit impacter ces prises de décision. Ce travail je dirais plus strat ou business, très très orienté business, il n'est pas encore amorcé. Enfin, il est amorcé, mais il n'est pas conclu. Et c'est vraiment, voilà, c'est des choses dans les semaines à venir qui vont être lancées, notamment le rapprochement avec les tests, les résultats du MMM. Oui, moi j'avais 2 questions aussi concernant l'emboîtement entre guillemets MMM et ce modèle-là. Est-ce qu'à terme on peut imaginer un MMM qui soit vraiment très très dynamique, très court terme, parce que finalement l'un s'emboîte dans l'autre, et où on arrive à vraiment aussi avoir par exemple l'impact du grand média, la télé notamment, sur les effets de bord sur le search, ou même parfois aussi des informations sur la concurrence que j'imagine vous n'avez peut-être pas forcément intégré dans l'analyse là pour construire le modèle en tout cas. Alors, ouais. Donc sur la première question, oui, l'objectif c'est vraiment d'être dans le quotidien, parce que le MMM est très long terme. On peut aussi le regarder en backwards et regarder si les learnings qui avaient été proposés correspondent à la réalité. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir un modèle où le budget change, la stratégie change, on bascule ça dans le nouveau modèle et ça nous permet de savoir quelle stratégie appliquer pour avoir le meilleur outcome en fait. Donc l'idée c'est vraiment ça demain, c'est que ce soit un outil du quotidien plus qu'un outil long terme. Et juste, on n'aime pas bien faire des grandes promesses qu'on n'arrivera pas à tenir côté Artefact. Donc il faut différencier ce qui est de la vision, de ce qu'on veut faire et la baguette magique, et le fait qu'on n'en ait pas. Donc par contre, on commence. Et donc dans les sujets, les discussions qu'on a en ce moment, c'est précisément ça, c'est de se dire quel est l'incrément de valeur qu'on peut aller chercher par d'autres modèles ou du MMM, etc., qu'on peut avoir dans les mois qui viennent, un peu comme un MVP quand on développe un produit. C'est-à-dire que tout ça se fait de façon hyper itérative, on apprend de ce qu'on fait, etc. Les modèles évoluent en permanence, les outils évoluent, les façons de faire évoluent, la donnée n'est pas toujours prête. Donc il y a vraiment un ensemble de considérations à prendre. L'idée, c'est de se dire, voilà, on a une North Star, voilà ce qu'on veut faire, beaucoup de granularité, beaucoup de fréquences, etc. Qu'est-ce qu'il est réaliste d'avoir mi-2024, par exemple. Et sur quel marché on utilise une autre agence pour notre MMM modèle, donc c'est s'assurer que les learnings des deux ne soient pas à l'opposé et comment l'un feed l'autre. Et pour répondre à votre question sur le offline, l'idée c'est dans le MMM on a le offline. Là on est vraiment 100% online. Et on n'a pas, en tout cas dans le périmètre, on n'a pas d'ambition de rajouter le offline dans ce périmètre-là, parce que c'est vraiment sur l'agilité du digital. Mais dans le MMM, on a cette donnée-là, donc on l'utilise plutôt sur cette donnée-là. Les concurrents, on n'a pas... c'est un peu la vision aussi plus long terme. Aujourd'hui, après, ça dépend des marchés, ça dépend... donc on pourra l'adapter, mais c'est
c'est pas là la vision aujourd'hui, puisque déjà, juste cette partie-là de l'intégrer dans le day-to-day, c'est déjà très très compliqué. Et on l'a fait que sur un marché. Et même si on voulait l'étendre à juste 10, ça nous prendrait très très longtemps. Donc on keep it simple. D'autres questions ? Merci à tous. Merci.